Proposez donc d'aborder notre deuxième sous-thème, notamment la révision de la liste électorale. Les Ivoiriens seront invités dans un mois à s'inscrire ou à modifier les informations les concernant sur la liste électorale. Je vous propose ce reportage de la rédaction d'NCI et on en débat juste après. L'opération de révision de la liste électorale va démarrer le 30 septembre prochain pour s'achever le 31 octobre 2024. L'annonce a été faite récemment par le président de la CEI, Commission électorale indépendante, Ibrahim Kouibir Koulibaly, lors de sa tournée de sensibilisation sur les élections auprès des différentes forces vives de la nation. À chacune des étapes de cette tournée, le magistrat hors hiérarchie est revenu sur les conditions à remplir pour être électeur et ou candidat, les deux acteurs directs de l'élection. M. Kouibir Koulibaly a insisté sur les droits et avantages qu'offre la qualité d'électeur, exhortant donc les populations à s'inscrire massivement sur la liste électorale pour participer activement au débat politique. Du côté des partis politiques, le message est le même que celui du président de la CEI. Tous invitent leurs militants à répondre à l'appel de l'institution chargée de l'organisation des élections. Toutefois, certains partis de l'opposition appellent à la réforme de cette structure quand d'autres demandent l'audit de la liste électorale déjà existante. Sur cette question, le président de la CEI estime qu'il n'y a pas meilleur audit que la révision de la liste électorale. Il a également donné des assurances sur la crédibilité de la CEI et sur le processus électoral. La dernière révision de la liste électorale a permis d'enregistrer un peu plus de 8 millions d'électeurs. Le président de la CEI espère voir ce nombre augmenter de façon significative lors de la prochaine révision, ce qui pourrait potentiellement améliorer le taux de participation aux élections, relativement bas, depuis plusieurs années. Alors, 2 points à ce niveau. L'opération de révision de la liste électorale qui va commencer le 30 septembre prochain pour finir le 31 octobre 2024 et l'opposition qui souhaite un prolongement jusqu'à mi-2025. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi, Kwakoukra? Bien, merci. Vous savez que les électeurs avec la liste électorale constituent la matière première des élections. Et pour remporter une élection, il faut pouvoir connaître la structure de cet électorat. Et il faut que tous les Ivoiriens en âge de voter puissent remplir cette condition. Malheureusement, depuis 2000 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous peinons à atteindre l'objectif maximum qui consiste donc à enrôler, en plus des 8 millions, près de 4 à 5 millions d'électeurs. Nous avons fait un diagnostic, nous avons fait un examen et nous avons considéré que ceux qui doivent poser ces actes ont des difficultés du point de vue de la cherté de la vie, surtout du point de vue des jeunes qui n'ont pas suffisamment de moyens pour avoir la pièce d'identité. L'opposition avait réclamé en son temps que, ne serait-ce que la carte nationale d'identité, ou de trouver un moyen pour que tous les jeunes en âge de voter puissent s'inscrire. Deuxièmement, le problème de délai se pose. Il est indiqué par la loi que la révision de la liste électorale est annuelle. Mais malheureusement, ça ne se fait pas de façon annuelle. Et quand ça doit se faire, c'est pour un délai très bref. Nous pensons que tous les électeurs qui doivent se faire recenser ne sont pas au profit d'une organisation politique. C'est pour tout le monde. Et c'est pour cela que le pouvoir, à travers le RADP, devrait accepter qu'on lui fasse des propositions dans ce sens, de sorte que la révision de la liste électorale puisse avoir un standard qui permette à tous les jeunes, surtout les jeunes, de pouvoir s'inviter sur cette liste-là. D'accord. Et puis en plus, ceux qui sont décédés, qu'on n'arrive pas à extraire sur la liste électorale, il faut trouver un mécanisme pour pouvoir les épurer. Bon, ceux qui ont des documents officiels pouvant leur permettre de les extraire, ça se fait. Ça, déjà, on félicite l'État, on félicite la CEI. Mais il y a encore beaucoup
qui sont sur la liste dont on ne connaît pas le statut réel. D'accord. Et c'est pour cela que nous invitons, en tout cas le gouvernement, à se saisir de cette question avant l'enrôlement, de pouvoir réunir les acteurs, la société civile, les partis politiques et bien entendu le RADP, pour qu'ensemble, nous puissions faire des propositions allant dans le sens de l'amélioration de la liste électorale. D'accord, on vous a bien compris. Donc, dans le reportage qu'on a suivi, et Simon Doro, je commence certainement par vous, et on le sait, l'opposition demande que cette liste électorale soit auditée. C'est pourquoi, fondamentalement? Je crois que vous avez... La question de la liste électorale est une grande question. Fondamentale. Dans laquelle il y a, fondamentale et grande, dans laquelle il y a la question de l'audit, mais aussi la question, comme il a dit, la question de l'inscription. Ok. Nous avons pris des statistiques très simples. Aujourd'hui, au Ghana, c'est le président Cheikh Sidi Ntem qui l'a donné, il y a 32 millions de population avec 17 millions de votants. En Côte d'Ivoire, nous sommes en estimé à 29 millions ou 8 millions. Donc il faut que de manière statistique, que nous puissions enrichir notre base électorale pour renforcer notre démocratie. Donc ça, c'est un gap de 4 millions à franchir. Et les 4 millions, on ne les fait pas en claquant les doigts. Les 4 millions, il a dit, dans nos campagnes, nos parents n'ont pas les moyens. Et vous allez voir les statistiques des enrôlements passés. Là encore, je ne le fais pas, je fais une critique positive. Les croissances les plus élevées sont dans les zones occupées par nos frères du RHDP. Parce qu'ils ont les moyens d'enrôler la population. Donc nous avons une demande. C'est de faire en sorte que la question de l'inscription sur la liste électorale, le process de l'ensemble, qui permet d'avoir les documents, qui permet d'être inscrit sur la liste électorale, soit pris en charge par l'État. Okay. Pour que ça soit gratuit pour toutes nos populations. Et que ce soit vraiment une opération d'envergure. Et les partenaires au développement sont prêts à nous accompagner. Si l'État fait un projet, un programme structuré, on va nous accompagner pour que l'ensemble des Ivoiriens... Ce n'est pas une affaire du RHDP, du PDCI ou du PPACI, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Nous devons absolument avoir un échantillon significatif. Maintenant, dans notre base électorale aujourd'hui, il faut qu'on accepte aussi de mettre de l'ordre. Il y a des gens qui sont inscrits avec des faux documents. La question des faux documents, vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Malheureusement pour nous, les faux documents traînent partout dans la nature. Donc il faut mettre de l'ordre. Et quand les gens ont peur du mot audit, mais c'est mettre de l'ordre dans un fichier qui est important pour notre pays, pour la démocratie de notre pays. Donc il faut qu'ensemble, c'est-à-dire si Ben Mété et moi on se met autour d'une table et qu'on regarde dans la liste, on va regarder M. Kouakou là, non, c'est pas un vrai Kouakou, il a traficoté son extrait de naissance. Pour arriver là, on va tomber d'accord pour l'enlever. Mais c'est un travail qui doit être fait ensemble. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de nous tous. Donc voilà un peu notre position. C'est 1, il faut augmenter la taille. 2, il faut effectivement faire un travail approfondi d'analyse. Vous avez aujourd'hui dans la liste électorale des gens qui ont, c'est quoi que c'est vous qui avez sorti ça? Des gens qui ont 100 ans, 200 ans, etc. Ça, est-ce que ça a besoin? C'est une affaire des partis politiques. On a besoin de faire ce travail ensemble. Okay. Madame. On vous a bien compris. Jean-Javet Tchédé, avant de vous donner la parole, juste préciser que c'est vrai que l'opposition annonce la période de 30 septembre à mi-octobre pour la révision, mais la date officielle n'a pas encore été donnée par la commission électorale indépendante, la date officielle de la révision de la liste électorale. Réaction sur l'audit? Oui, sur l'audit, c'est une revendication permanente et répétée du PPACI. Au point même que quand on regarde les réactions de nos frères, quand on parle d'auditer la liste électorale, on se pose la question, c'est quel est le problème que ça pose quand on regarde la liste électorale? Surtout que nous, au PPACI, on a fait la démonstration qu'il y a des personnes qui sont vieux de 300 ans, 500 ans, sur la liste électorale. Qu'il y a des femmes qui ont mis au monde 200 enfants, 300 enfants. Quelquefois, 50 enfants, 150 enfants par an. Par quel miracle, on ne le sait pas. C'est documenté. Et donc, sur cette base, nous disons, regardons ensemble la liste électorale, auditons-la. Ça a été fait ailleurs. Et donc, quand on n'a rien à se cacher, quand on n'a rien à cacher, normalement, on ne devrait pas s'y opposer avec autant de véhémence. Maintenant, si l'audit est accepté et qu'on a expurgé tous ces électeurs illégaux
dont nous pensons qu'ils sont autour de 3 millions sur 8, c'est beaucoup, c'est presque la moitié, qu'on les a expurgés, il faut faire une liste électorale où il y a les Ivoiriens qui vont s'inscrire. Et tout à l'heure, mon collègue Kwakoukra, l'honorable Kwakoukra, a dit, la loi dit que la révision de la liste électorale est annuelle. Mais on constate aujourd'hui, pour mes frères qui sont si attachés à l'application de la loi, et j'espère que Doumbia va me rassurer, pourquoi la CEI ne respecte pas la loi en faisant la révision de la liste électorale chaque année, tel que c'est demandé. Nous disons que la question, qu'elle soit de la CEI, que ce soit de la liste électorale, c'est une condition de paix dans notre pays. Là-dessus, je pense qu'ils sont d'accord avec nous qu'on doit vaincre ces signes indiens et passer à autre chose. Si ils sont, comme ils le disent à corps et à cri, ils brandissent un bilan qui est inattaquable, qui fait que le président Alassane Ouattara a fait ce qu'on n'a jamais fait en Côte d'Ivoire. En principe, il devrait être à l'aise pour qu'on aille à la compétition à la loyale. Gagner à la loyale a plus de mérite que de mettre de son côté et la liste électorale et la CEI pour pouvoir dire après j'ai gagné. Il n'y a aucun mérite à gagner dans ces conditions-là. C'est ce que nous leur disions. Et surtout lorsqu'on regarde ce que cela engendre comme violence, comme perturbation, comme destruction du tissu social et de la cohésion nationale, je pense que le pas en vaut la peine et s'asseoir autour d'une table pour s'entendre sur ce minimum-là, ça peut se faire. D'accord. Dr Boga-Sako. Oui. Moi, chaque fois qu'on doit aborder la question de la liste électorale, je suis un peu embêté. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, ce n'est pas une question politique. C'est une question administrative. La question de la liste électorale, c'est une question administrative. Il figurait, c'est-à-dire, je suis un citoyen ivoirien, j'ai 18 ans. Ailleurs, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire, tous ceux qui ont déjà les 18 ans, les jeunes nationaux qui ont déjà les 18 ans, comme là-bas, leur système est informatisé, tu apparais sur la liste électorale, quitte à quiconque d'aller contester si tu n'avais pas le droit d'y figurer. Mais logiquement, c'est administratif. Et puis ici, la loi impose, la loi exige que cela soit fait annuellement. À la vérité, le fait même de ne pas réviser la liste électorale, on devrait même attaquer l'État de Côte d'Ivoire. C'est une violation des droits de l'homme. Et qu'est-ce que l'État fait? Je vais dire, mais ce n'est pas question de l'État. Qu'est-ce que le pouvoir fait? Il attend, il vous donne 3 semaines, 1 mois. Et puis vous voyez des gens en train de lutter. Et puis regardez l'injustice qu'il y a. Parce que pour avoir son nom, il faut d'abord avoir sa pièce d'identité. Il faut courir à la justice pour avoir comment on appelle ça, le casier judiciaire, etc., etc., pour avoir les documents pour figurer sur la liste. Mais les élus du parti au pouvoir, ils ont les moyens. Ils payent pour leurs parents. Ils payent. Donc vous voyez que du point de vue des droits de l'homme, mais vous frustrez, c'est-à-dire vous empêchez certains qui n'ont pas les moyens, parce qu'on parle de la cherté de la vie. C'est pour ça que normalement... Est-ce que vous avez les preuves du paiement pour les parents? Non, mais regardez, madame, vous ne voyez pas à la télévision, et tel maire on les voit toujours en campagne en train de sponsoriser les parents. Je peux vous apporter même des éléments. Parfois même, ils regroupent les parents, ils les aident, puisque c'est payant. Il faut les aider à aller, etc. Et les autres, et ceux qui n'ont pas les moyens. La vie est chère, on en parle tous les jours. C'est pour ça que dans un état, j'allais dire, normal, les pièces administratives de cette nature, on les fait gratuitement pour permettre à tout citoyen d'être en règle et de pouvoir voter. Le vote est un droit de l'homme. Le priver un citoyen de ce droit-là, mais c'est un crime. On a bien compris. Brahima Doumbia, ensuite Maître Abdoulaye Bemete. Merci beaucoup. Je voudrais faire quelques observations. Monsieur, mon voisin me dit qu'il faut faire des propositions au RHDP. Non, ce n'est pas au RHDP qu'il faut faire des propositions. Le RHDP n'organise pas d'élections. C'est la commission électorale indépendante qui organise les élections. S'il y a des propositions à faire, ces propositions doivent être adressées à la commission électorale indépendante. Le RHDP, les militants du RHDP, les sympathisants du RHDP sont des Ivoiriens et sont dans les mêmes conditions que tous les autres Ivoiriens, éprouvent les mêmes difficultés que tous les autres Ivoiriens. Ça, c'est la première observation que je voudrais faire. La deuxième observation, nous n'avons pas peur d'audit. La liste électorale indépendante est publique. Dans le processus d'élaboration de la liste électorale, de révision de la liste électorale, la loi inclut une forme d'audit, c'est-à-dire l'affichage de la liste électorale. La loi oblige la commission électorale indépendante à remettre la liste électorale à tous les partis politiques pour qu'ils regardent là-dedans. Je voudrais vous demander, madame, à Bédigoazon, comment un auditeur
venu de France ou des États-Unis ou d'un autre pays fait pour savoir que l'électeur qui est inscrit à Bédé-Goison est bien bel et bien ivoirien? Comment il fait pour le savoir plus que les populations qui habitent à Bédé-Goison où la liste est affichée et qui doivent aller regarder pour savoir si telle personne qui y figure y a droit ou pas? Ou alors si telle personne qui allait se faire inscrire a été omise. Donc pour nous, le meilleur audit, c'est de rendre la liste publique pour que tout le monde puisse aller l'observer et faire les observations lors du contentieux pour que tout ce qu'ils appellent, tout ce qu'ils viennent d'évoquer soit pris en compte par la commission électorale. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a 4 millions, 5 millions de personnes suspicieuses là-dessus, mais il faut apporter la preuve que lorsque je dis que M. Doumbia ne doit pas figurer sur la liste électorale, j'ai la preuve pour dire qu'il ne doit pas figurer sur la liste électorale. Maintenant, vous connaissez notre état civil. Il y a des morts qui ne sont pas déclarés et tout ça. Et comme pour enlever quelqu'un de la liste électorale, il faut apporter la preuve que la personne ne mérite pas d'y figurer parce qu'elle est décédée ou parce qu'elle a été condamnée. Mais si vous n'avez pas pu apporter la preuve, elle va rester dessus. C'est une imperfection, d'accord, mais c'est la loi en état actuel des choses. Au moins, il y a une imperfection. Ouais. Et puis, bon, par rapport au délai, parce qu'on nous impute l'établissement des pièces d'identité. Non. Vous prenez les populations, ceux qui veulent aller faire des concours, ou qui veulent postuler pour un emploi. Mais quand on leur demande de déposer un certificat de nationalité dans leur dossier ou une carte d'identité, ils font bien les documents. Nous sommes d'accord qu'on puisse trouver le mécanisme pour permettre au plus grand nombre de s'inscrire sur la liste électorale. Nous sommes d'accord qu'on puisse accorder le plus grand délai possible aux uns aux autres pour qu'ils aillent s'inscrire sur la liste électorale. Mais tout en respectant, parce que les activités de la commission électorale, il y a des délais. Il y a un délai pour produire la liste provisoire, il y a un délai pour produire la liste définitive. Il faut respecter ces délais. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ceux qui nous demandent de donner gratuitement, nous, on veut bien, mais on prend la ressource où? On prend la ressource où? Il y a un qui a dit tout à l'heure que les partenaires sont prêts à nous aider. Mais ce sont les mêmes qui, il n'y a pas très longtemps, étaient en train de crier à Ui et à Dia que la Côte d'Ivoire est trop endettée. Vous voulez encore qu'on aille s'endetter pour établir des cartes d'identité? Okay. Ou bien, on renonce à quoi? Vous voulez qu'on renonce à la construction d'écoles pour faire des cartes d'identité gratuites? Vous voulez qu'on renonce à l'électrification de certains villages pour faire des cartes d'identité gratuites? Vous voulez qu'on renonce à faire des pompes de l'eau potable pour des Ivoiriens pour faire les cartes d'identité gratuites? Il faut nous dire, le financement, on l'enlève où? Nous, on est ouvert à toutes les propositions. Mais en tant que responsable, il faut nous dire à quoi on renonce, où est-ce qu'on prend la ressource pour que cela puisse être fait. En tout état de cause... Vous allez réagir, ne vous en faites pas. En tout état de cause, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Nous sommes favorables à tout ce qui peut permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. D'accord. Mais je voudrais encore signaler que les militants et les sympathisants du RHDP, les électeurs du RHDP sont des Ivoiriens et sont dans les mêmes difficultés que tous les autres Ivoiriens. Il n'y a pas quelque chose qui est favorable au RHDP et qui ne l'est pas pour les autres, ou qui est difficile pour les autres et qui est plus facile pour le RHDP. On est tous dans le même bateau et nous essayons de faire avec. D'accord, ok. Rapidement, réponse à, je crois que sur la tout à l'heure, quand nous avons parlé de la question de lever les ressources pour l'identification, mais vraiment de grâce, hein, je ne veux pas suivre M. Doumbia. Parce que pour faire des économies, là, moi je sais comment on fait. Et je vais vous donner la leçon, très vite. Il y a de l'argent dans notre pays qu'on peut économiser. On peut bien dépenser et dépenser moins mal et avoir de l'argent pour faire les élections. Ça, je peux vous le dire. Ouais. Donc, je vais compléter, madame, je vais juste compléter. Donc, vous n'êtes pas ciblé. Pourquoi vous vous sentez ciblé? On parle de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons un enjeu commun. Nous voulons que nos compatriotes s'inscrivent sur l'électorat pour aller voter. Pourquoi la démocratie s'effrite dans le pays? Vous vous sentez tout de suite attaqué. Okay. Et vous attaquez personne. D'accord, d'accord. L'argent. On a bien compris. Si vous m'appelez, avec le ministre de l'économie et des finances, je trouve l'argent. D'accord, on a bien compris. C'était le tour de parole de Maître Abdoulaye Ben Beïté pour respecter le temps de parole sur ce plateau. Allez-y, Maître. En tout cas, moi, je leur concède cette volonté, effectivement, d'améliorer la liste électorale. Mais ce qui me dérange et qui fait penser à une sorte de captation
bénévolentie, c'est-à-dire que c'est cette volonté de flatter le public, c'est le moment, l'opportunité. Vous savez, aujourd'hui, il faut reconnaître à l'État de Côte d'Ivoire les efforts qui sont consentis. Notamment, la question de l'identification de l'Ivoirien, du citoyen ivoirien. Tout part de là. Vous avez pu noter que c'est sous ce régime que chaque élève a déjà un numéro. Donc, les déplacements abusifs d'élèves, déjà. Donc, on a pris déjà la base. Chacun sera doté d'un numéro d'identification unique qui permettra effectivement, à moyen et long terme, de pouvoir fixer les personnes. Mais il ne faut pas attendre, à quelques mois des élections, poser le même problème. En réalité, ça ressemble à des propos électoralistes, c'est-à-dire des propos flatteurs. Sinon, je suis d'accord qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale, qui vous dit que ce sont forcément des personnes qui sont de l'opposition. Le parti au pouvoir a besoin d'avoir aussi ses militants inscrits sur la liste électorale. Mais c'est comment y arriver. Je suis bien d'accord avec eux. Pour dire qu'il faut réfléchir à un mécanisme, mais dans ce cas, il faut faire des propositions, même le RHDP. Parce qu'il ne faut pas avoir le sentiment que nous, au RHDP, nous ne réfléchissons pas pour faire améliorer les choses. Nous nous considérons comme une force de proposition. Mais c'est lorsque ça a des visées électoralistes, une manière de discréditer un processus électoral, c'est ce qui est gênant. Non. La preuve, je suis heureux, parce que tout à l'heure, le docteur Boga, il a dit, c'est l'État, il dit non, c'est le pouvoir. Il faut savoir de quoi on parle. C'est l'État qui prend des initiatives et il appartient aux sensibilités politiques de faire des propositions d'amélioration. Parce que justement, par essence, le parti politique, par essence, c'est un groupe de propositions. Et nous, au RHDP, et je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire, qui est incarné par effectivement le président de la République, ce grand homme, et vous ne dites pas le contraire, le président du RHDP, qui est entré, oui, mais bien sûr, tout à fait. Le président de la République, parce que lui, dans 6 mois, il est vice-président de l'Assemblée nationale, il est aussi président du groupe parlementaire PDC-RDA, donc ce n'est pas incompatible. Vous conviendrez, ce n'est pas incompatible. Donc, le président de la République, s'il vous plaît, lorsqu'il est dans son office de président de la République, il est chef de l'État. Et il attend des partis politiques, justement, des propositions de sorte à améliorer l'existant. Et nous sommes d'accord, si on estime effectivement que le délai est imparti pour la révision, que c'est la loi qui dispose ainsi. Je pense qu'eux, en tant que groupe parlementaire, il leur appartient effectivement de faire une proposition de modification d'amendement, si tu veux, de faire améliorer les choses s'il le faut, ou à défaut, s'ils estiment qu'il y a des manœuvres ou bien des agissements de certaines commissions électorales locales, parce qu'il a cité le cas, je crois, à Niamey ou bien à Bobo, j'ai répondu là-dessus rapidement, mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse discréditer une institution par l'agissement d'un individu. Auquel cas, je pense qu'il y a beaucoup de militants du PDCI comme du PPACI qui ne se conforment pas effectivement aux idéaux de leur parti, encore moins aux agissements, parce qu'on attend. Il a dit que c'est un problème administratif et c'est un problème administratif, donc un problème légal. Mais ça, on va s'écouter. C'est justement fort de ce que c'est un problème administratif, que justement il y a des personnes qui doivent être absentes de la liste électorale, comme Laurent Gbagbo. Et je pense qu'il faut pouvoir respecter la loi, il faut respecter les choses, il faut respecter les valeurs et les principes. Voilà. D'accord. Kwakokra ? Bien, je crois qu'une des solutions, surtout pour les jeunes, c'est le basculement automatique. Nous avons des jeunes qui sont pour la plupart scolarisés, qui sont dans la fleur de l'âge et qui ont des difficultés matérielles pour s'approprier des pièces administratives. Et nous sommes tous d'accord que ces jeunes-là ne sont pas du RADP ou du FPI ou du PPACI, non, ou du PDCI. Ce sont des jeunes ivoiriens. Et cet État que nous interrogeons ici, ou nous tutoyons, c'est l'État impersonnel. Mais comme depuis un moment, cet État-là n'est plus impersonnel, c'est pour ça que je m'adresse mes doléances, au RADP. En 2000, on s'est arrangé pour avoir un État impersonnel, où le chef de l'État n'est plus président d'un parti politique. Cette disposition a sauté en 2016 pour faire du chef de l'État président d'un village et président d'un campement. Et nous estimons que le président, s'il doit être chef
d'un village, il est le chef de tout le village. Il ne peut pas être chef du village et en même temps être chef d'un sous-quartier. Et comme le RIDP a trouvé bon de choisir ce modèle, bon, nous subissons. Sinon, la question de l'enrôlement, comme il a dit, c'est une mesure administrative. On ne doit même pas épiloguer dessus. D'accord. Épiloguer dessus. Et je crois que ma question est adressée au RIDP. Libérez-nous, libérez la Côte d'Ivoire, de sorte que le maximum de personnes soient recensées et que les élections de 2020, tout dépendra de la volonté du RIDP à créer la paix. Alors, l'opération de révision de la liste électorale doit commencer bientôt. La date officielle n'est pas encore connue, pas encore communiquée par la Commission électorale indépendante. On note que vous demandez un prolongement du délai de révision. On note également que vous demandez un audit de cette liste électorale. Moi, j'aimerais qu'on aille sur les autres propositions concrètes de l'opposition, ce soir pour des élections apaisées en 2025, tout en rappelant que nous sommes à moins d'un an de la présidentielle de 2025. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, je commence avec vous, Dr Bokassa. Oui. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de faire quand même une précision. Vous savez, Ben Meïté, le président de la République, c'est une institution. C'est une institution. C'est le professeur Bleu Martin qui a soutenu cette thèse-là en France. C'est une institution. Oui. Elle est apolitique. Elle est impersonnelle. Parce que le président, c'est le symbole de la République. Tous les présidents aux États-Unis, en France, ils sont issus des partis. Mais une fois élus, ils ne peuvent pas être à la tête de leur parti. C'est pour ça que je parle d'incompatibilité. Vous savez, tout ce qui est dans la loi n'est pas toujours conforme aux droits de l'homme et aux principes démocratiques. Parce que dans la loi, vous pouvez mettre la peine de mort. C'est une violation grave des droits de l'homme. Et même les États-Unis, on les accuse pour cela. Donc je vais vous dire, chers frères, tout à l'heure, vous parlez de loi. C'est nous qui faisons les lois. Quand la loi n'est pas conforme, on avait évolué, notre démocratie là, on avait évolué. Mais avec la dernière constitution, il y a des aspects sur lesquels on a marqué un recul. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il doit être gêné lorsque, à la fois, il préside. Vous savez, essayez d'y réfléchir vous-même. Il est issu du RHDP, mais il n'était pas tenu. C'est pas parce que la Constitution, même le verrou a sauté. Même le verrou ayant sauté, le président, par décence démocratique, il peut dire non, je n'ai pas besoin. Parce que je suis le président de tous les Ivoiriens. C'est bien que, très souvent, vous nous permettez des erreurs. Parce que quand on veut parler du président, mais il est maintenant le président du RHDP. Et moi, quand je suis préfet que le président m'a nommé. Je suis président, je représente le président de la République. Mais est-ce que je peux refuser un rassemblement du RHDP? Vu que le président de la République... C'est pour vous dire que la cacophonie... Pourquoi on ne peut pas? Non, mais... Pourquoi? Bon. Ah oui, bon. Peut-être que si je ne suis pas là-bas, je serai noté. Vous ne savez pas, mais je veux dire, je vous le dis. Vous n'en savez rien, puisque de toute façon, oui, mais bon, vous allez défendre votre chapelle, mais je veux vous dire, du point de vue de la démocratie qui est à la fois la lettre et l'esprit, c'est gênant. D'accord. Madame, dans notre déclaration du 9 août dernier, nous avons dit que le délai que l'État de Côte d'Ivoire donne là, on ne peut pas avoir entre 4 et 5 millions d'Ivoiriens à inscrire sur la liste. Vraisemblablement, il y a une volonté manifeste d'empêcher des Ivoiriens de y figurer. Ce n'est pas juste. Merci. En matière de droits de l'homme, ce n'est pas bon. Et ça n'arrange personne. Puisque eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a même des militants du RHDP dedans. Donc pourquoi quelqu'un va rester bloqué sur ces dates-là? C'est pour ça que nous avons demandé déjà, en anticipant, on a souhaité que cela soit ouvert. Puisque d'abord, c'est une démarche administrative. Vous nous frustrez. Vous violez nos droits sous prétexte que vous n'avez pas d'argent. Pour cette fois-ci-là, vous n'avez pas d'argent. Mais on a quand même un budget de souveraineté du président qui est près de 300 milliards. Non, vous savez, souvent, vous faites comme si vous insultez les Ivoiriens. C'est nous qui payons. On paye la redevance, on paye tout. Et puis, donnez-nous nos droits au moins. Même si vous ne voulez pas construire des hôpitaux dans tous nos villages, mais donnez-nous le droit de voter, de choisir notre président de la République. On nous prive de cela et puis on dit non, vous avez un mois pour le faire. On vous dit c'est pas suffisant. On dit non, mais ça arrange qui? Mais qui est contre le fait que les Ivoiriens doivent sur la liste électorale? Cette proposition a été voilà, donc je veux dire, on a demandé jusqu'à 3 mois avant l'élection de laisser ouvert. C'est un droit pour les Ivoiriens. Et même de réfléchir, on dit oui, les cartes gratuites. Vous voulez qu'on vous donne la carte? Moi j'étais fier de la CAN. Mais la CAN là, vous savez combien de milliards nous avons dépensé pour la CAN? Si je devais choisir entre la CAN et mon droit de voter, le droit de vote, les gens sont morts dans ce monde pour avoir le droit de vote, même les femmes. On me dit, oui, on peut la CAN. OK. Mais sans la CAN, si j'ai mon droit de vote, c'est plus important. Donc je veux dire, si vous voulez qu'on vous fasse des propositions comme ça, on peut vous les faire. OK. C'est une question de priorité. D'accord. Même les ponts. Qui vous dit qu'on n'est pas beau, on n'est pas fier quand on voit Abidjan? Mais le droit personnel,
le droit à ma santé. Je sais encore qu'il y a des Ivoiriens qui meurent par manque de médicaments. Il y a une question de priorité. Le chef de l'État a fait ses priorités. C'est lui qui est au pouvoir. Nous acceptons. Mais qu'il ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent quand il s'agit d'une question vitale des droits de l'homme. Sinon, le président est élu comment? Qui va élire le président? D'accord. On vous a bien compris, Dr Bokassa. Merci beaucoup. Jean Javert. Oui, merci, Madame Débat. Alors, tout se passe comme si nos frères du RHDP ont fini de faire le plein de leur électorat et maintenant donnent la possibilité d'être électeurs au compte-gouttes aux autres Ivoiriens. Et c'est comme ça que nous, on perçoit cela. Par quel mécanisme? Voilà. par le mécanisme d'une période de révision électorale, de la liste électorale qui est très courte, oui, et qui ne permet pas aux autres Ivoiriens de le faire. Comment ils font? Voilà. Mais déjà que la CEI ne respecte pas la loi en faisant la révision chaque année, si en plus de ça, elle donne un délai de 3 semaines pour 4 millions d'habitants d'Ivoiriens de se mettre sur la liste électorale, on a tout à fait le droit de dire que c'est fait à dessein pour faire un entonnoir, étant entendu qu'on s'est assuré que la liste existante, là, on a un... Là, sur ce point précis, est-ce qu'on sait ce que dit la loi? La loi dit 3 mois avant, on peut continuer à te mettre sur la... Mais la loi dit surtout qu'il faut que chaque année, la commission électorale procède à la révision de la liste électorale. Pour que ceux qui sont décédés soient retirés, pour que les nouveaux majeurs puissent y aller. Mais avec le retard qu'elle accuse, 2 ans quelquefois, il y a des jeunes de 18 ans, ils ne s'inscrivent sur la liste électorale que lorsqu'ils ont 22 ans, 24 ans, etc. Parce qu'on ne leur a pas permis de le faire à temps. Mais ce que je voulais dire, madame, c'est que pour être sur la liste électorale, il y a un parcours. Il faut avoir les pièces administratives. C'est vrai que depuis 2018, l'Assemblée nationale a voté une loi qui institue une procédure spéciale, mais qui est restée inconnue du grand public. Ah oui, oui. Bon, peut-être qu'au RHDP, vous étiez informé. Non, c'est informé non militant. Vous êtes député? Non, non, non. S'il vous plaît, allez-y, continuez. En 2018, je n'étais pas encore député. Je suis devenu député en 2021. Mais la loi, elle est aujourd'hui en train d'être exploitée par les Ivoiriens. Mais le délai qui reste avant la révision, il est trop court, les gens ne pourront pas. Maintenant, je voudrais rebondir sur, avant de faire les propositions, je voudrais rebondir sur les propos de mon frère qui dit on ne peut pas faire les cartes d'identité gratuitement. On ne va pas refaire le débat. Parce qu'il y a des hôpitaux à construire. Mais Laurent Gbagbo a fait les cartes d'identité gratuitement tout en construisant les hôpitaux. Ça n'a pas tué l'État de Côte d'Ivoire. Combien d'hôpitaux? Non, Madame Débat nous invitera... S'il vous plaît, monsieur. Elle nous invitera à un débat sur le bilan comparé entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Là-dessus, nous sommes prêts, au niveau du PPACI, nous sommes prêts, parce que vous vous gargarisez de ce que vous considérez comme étant du jamais vu. On va vous montrer que tout ce que vous dites... Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte que les Ivoiriens aient leurs documents électoraux gratuitement. L'État peut subventionner cela. C'est possible. On l'a fait. Lorsque eux, ils étaient dans l'opposition, ils ont exigé que l'État de Côte d'Ivoire donne la carte d'identité gratuitement. Et Laurent Gbagbo l'a accepté. Et ils en ont bénéficié. C'est ce qui a permis d'aller aux élections de 2010 pour qu'ils puissent avoir ce qu'on a pu avoir. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de donner la citoyenneté. Ce n'est même pas normal qu'on demande à un citoyen d'acheter sa citoyenneté auprès de son État. Ce n'est pas normal. Parce que le tarif qu'on paye aujourd'hui pour avoir la carte nationale d'identité est prohibitif. Pour avant d'y arriver, ce qu'on dépense est prohibitif. Okay. Donc il faut ça fait un bon moment que vous avez la parole. Gratuite. Oui, il faut la rendre gratuite et faire en sorte que la révision de la liste électorale là s'étende sur une période plus longue. Ça, on l'a noté. Voilà. Okay. Maintenant, quand ça s'est fait, et qu'à côté, on a fait ce que nous avons appelé l'audit de la liste électorale, à ce moment-là, on met déjà tout le monde à l'aise quant à la fiabilité de ce fichier électoral qui va servir pour la compétition. Mais au jour d'aujourd'hui, nous considérons que le RHDP et nos adversaires partent avec près de 3000 voix d'avance avant qu'on ne commence le match. Ce n'est pas normal. Comment? Ce que nous avons décelé par la structure SAFE que le PPACI a mise en place, c'est 3 millions d'électeurs fictifs qui sont sur la liste électorale. Et c'est pour cela que nous demandons avec insistance que la liste électorale soit auditée. Ce n'est pas en faisant la révision qu'on fait l'audit. Ce n'est pas en affichant qu'on fait l'audit. L'audit a été fait dans plusieurs pays. Ça s'est fait normalement.
et le ciel n'est pas tombé sur la tête de ces pays. On vous a bien compris. Simon Do. Madame Débat, je voulais juste me réjouir de ce que nos frères du RHDP comprennent qu'il est important qu'on fasse vraiment ce processus électoral, identification, inscription, etc., sur la liste électorale de manière concomitante. Et il est possible de lever des ressources pour pouvoir le financer parce que c'est une question vitale pour la nation. Ensemble, on se met ensemble. Et j'ai dit tout à l'heure, ce n'est ni une question de RHDP, ni une question de PDCI ou de PPACI ou de chacun. C'est une question des Ivoiriens. Et je me réjouis qu'avec nos frères, on est d'accord là-dessus. Et nous allons ensemble faire des propositions au gouvernement pour demander au gouvernement d'attacher une attention particulière. Et j'insiste sur le fait que les partenaires au développement, comme ils l'ont fait en 2010, le processus a coûté plus de 100 et quelques milliards. Mais l'argent est venu d'où? Ce sont les partenaires au développement qui nous ont soutenus. Ils sont prêts à le faire. Si nous allons vers eux avec un projet sérieux, un programme qui est dans l'intérêt de tous. Donc voilà notre position. Okay. Ensuite, vous avez posé, mais juste pour résumer, pour les conditions apaisées, la question de la réforme de la CEI est une question fondamentale, importante. Et là aussi, nous allons faire des propositions dans le cadre d'un dialogue inclusif qui nous permette d'aller à l'Assemblée. Parce que la configuration actuelle de l'Assemblée, moi je vais faire une proposition de loi, ça va aller où? Je fais des amendements déjà, même pour une petite virgule, à l'Assemblée, la virgule est rejetée. Bon, on se connaît, monsieur Meïté, on se connaît. Je crois que nous sommes prêts, le PDCRD en tout cas est prêt, et je crois que tous nos partenaires avec nous sont prêts à faire des propositions qui vont dans le sens d'une CEI qui soit consensuelle. Consensuelle, ça veut dire on est tous d'accord qu'avec ça, là, on va aller à un résultat dans l'intérêt de tous. Il y a un point quand même important que je veux rajouter dans la question de l'élection apaisée. Madame, on n'aura pas le temps, mais la question de la loi électorale elle-même, et je crois que Doumbia l'a dit tout à l'heure, si on a des propositions à faire dans la loi électorale elle-même, c'est capital. Nous avons des propositions à faire dans la loi électorale. Par exemple, comme au Sénégal, la publication des résultats se fera vraiment clairement bureau de vote par bureau de vote. Non pas par des compilations intermédiaires où on va manipuler les résultats. On dit, on va envoyer le PV de Boulequin, il arrive là-bas, Boulequin 1, Boulequin 2, il arrive au plus haut niveau et on va les compiler. C'est possible, les Sénégalais l'ont fait, nous pouvons aussi le faire. Donc ça, c'est un des points. Quand vous prenez par exemple dans la loi électorale, le fait que même pour imprimer des documents de la CEI, elle doit faire référence au gouvernement, mais il faut lui laisser quand même sa liberté d'action. Même les imprimer là, elle doit écrire au gouvernement pour avoir l'autorisation. Mais non. Donc, il y a un autre aspect. Okay. La loi sur la CEI, oui, mais la loi électorale elle-même, je crois que M. Doumbia a bien compris, c'est un spécialiste des élections, a bien compris, c'est là-bas aussi que ça se joue. Donc, il faut que là-bas aussi, ensemble, dans la publication des résultats, il y a une intention qui a été faite dans la loi passée. Mais on doit pouvoir l'approfondir pour faire en sorte que les choses soient un peu plus transparentes. Et puis voilà, je voulais vraiment vous dire que là-dessus, nous sommes prêts à faire des propositions et il est important qu'il y ait ces 4 millions et plus d'Ivoiriens qui puissent s'inscrire et qui puissent participer vraiment au jeu démocratique. Merci, madame. Mais la question que, et justement, peut-être en quelques secondes, que les Ivoiriens se posent, c'est la question du timing. Est-ce qu'avons-nous suffisamment de temps? Nous, 2025, nous sommes à moins d'un an de la présidentielle. Est-ce qu'on peut mettre en place toutes ces Monsieur propositions? Monsieur va répondre. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Et pour la paix. D'accord. Et pour la paix, rien n'est impossible. Merci. Nous sommes tous prêts à nous investir pour la Côte d'Ivoire. Jean-Javet Tchédé? Oui, c'est possible. Rappelons-nous qu'en 2000, il a fallu 10 mois pour organiser la présidentielle. On est allé au pas de course et avec l'engagement de tous, on y est arrivé. C'est-à-dire que tout est une question de volonté politique, madame. Il faut avoir d'abord la volonté de faire les choses en accéléré et d'adopter une gestion participative. Okay. Maintenant, je voudrais terminer, madame, comme j'en avais eu l'occasion, mais comme je ne savais pas que c'est le sujet, sur les conditions pour que les élections soient apaisées en 2000, c'est que nous avons longuement parlé de la CEI, mais sur la CEI, là, pour le PPACI, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une CEI sans les partis politiques, sans le pouvoir politique. Okay. C'est ça qu'il nous faut. Et là-dessus, on a des propositions claires. Comment on désigne des personnalités de ces pays? Honoré Guier nous a montré qu'on peut organiser les élections sans problème. Comment on organise
sans l'influence des partis politiques, on vous a sans bien, l'influence du pouvoir politique. On vous a bien compris pour éviter de créer un déséquilibre dans le temps de parole. Kwakoukra. Merci, et ensuite, merci. Brahima Doumbia. L'honorable Simon l'a indiqué, le code électoral est une priorité. Parce que tout ce que nous allons entreprendre, Tout à fait. il faut maquiller cela en termes de loi. Et c'est le code électoral. Aujourd'hui, par exemple, où on regarde des élections passées, il y a un système qu'on a mis en place qui est le parrainage citoyen. Ce parrainage citoyen a été pratiquement galvaudé parce qu'à la réalité, ça n'a pas servi à un vrai parrainage. Donc, il faut revoir au niveau de la philosophie même et au niveau technique comment améliorer ce système de parrainage. Deuxièmement, il y a le découpage électoral. Nous estimons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire où nous sommes arrivés, le niveau de démocratie, il faut que le Parlement ou l'Assemblée nationale, par exemple, soit le reflet des courants d'opinion véritables en Côte d'Ivoire. Donc, dans le découpage, nous proposons au FPI 2 listes. Une liste nationale où les gens vont aller compétir avec un mode de scrutin proportionnel et des listes locales où les gens vont compétir au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Et ce qui va permettre donc, au niveau des courants d'opinion, de faire en sorte qu'un seul parti ne prenne pas en considération, ou du moins des élus dans une circonscription. Et si ces 2 cartographies sont établies, je pense que ça peut améliorer le niveau de représentation tout en s'appuyant sur les 3 données que la CEI déjà a proposées et que nous-mêmes nous avons soutenu, la superficie, la population et le nombre de localités. Bien noté. Et il y a le système de vote. Dans le système de vote, il y a longtemps, nous sommes restés dans le système manuel. Or, dans le système manuel, il y a la manipulation humaine. Et partout où il y a une manipulation aggravée de l'homme, il y a de façon manifeste les soucis de fraude. Nous, on pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on peut améliorer ce système-là. De sorte que si on ne peut pas aller directement au vote électronique, mais néanmoins, la biométrie qu'on utilise ici, là, la tablette, peut être obligatoire dans tous les bureaux de vote. Jusqu'à présent, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et partout où le RIDP, ce que nous avons constaté dans nos opérations, ils font en sorte que à partir de 10 heures, la tablette tombe en panne. Et prétextant que c'est un outil électronique, comme on peut faire en sorte qu'il tombe en panne. Oui, bien sûr. Normalement, la commission électorale devrait prendre des dispositions pour que des tablettes soient disposées à faire ce travail-là. Mais quand, dans une localité comme Yamsokro, à partir de 10 heures, on déclare que toutes les tablettes sont en faillite, vous comprenez qu'il y a un juge roche. D'accord. Donc c'est pour cela que un dialogue sur les questions électorales est nécessaire pour que nous puissions nous accorder. C'est bien noté. Merci pour cet avis. Vous aurez tout le temps de réagir, ne vous en faites pas. Je veux juste donner la parole à un téléspectateur qui est en ligne, qui nous appelle de Grand Zacri. Monsieur Yao Olivier, bonsoir. Bonsoir, madame. Pour vous, il n'est pas nécessaire d'auditer la liste électorale. C'est bien cela? Oui, oui, oui. On vous écoute. Allô? On vous écoute, on vous entend. Oui, pour moi, bonsoir à tout le monde. Pour moi, il n'est pas nécessaire d'auditer la liste électorale parce qu'on a 13, 14 mois des élections. Vouloir auditer la liste électorale, je me dis que ça va absolument nous envoyer nulle part. Parce que moi, je me rappelle, lors des élections passées, les élections couplées du conseil régional et de la mairie, moi, la loi donne le pouvoir à tout électeur pour auditer la liste électorale, pour contester un électeur que tu n'as pas confiance. Parce que je prends un cas pratique dans notre zone à Grand Zacri. Moi, il y avait je peux dire que j'étais pratiquement un représentant du président qui a été élu, M. Netro. On a vu un nom, Savadogo Amidou. On avait un peu de doute, parce qu'on le connaissait dans la zone.
Mais on s'est approché de lui parce qu'on s'est approché de lui, on a cherché les informations pour voir un peu est-ce que c'est réellement, c'est un Ivoirien, est-ce qu'il a le droit de voter. Quand on l'a approché, il nous a fourni assez d'éléments, assez de papiers. Nous-mêmes, on était rassurés. Nous-mêmes, on a allé chercher pratiquement lui et puis ses frères et ses enfants pour qu'ils puissent participer aux élections. Aujourd'hui, si on veut auditer la liste à 13 mois, à 14 mois, moi je me dis que l'opposition même en train de se tirer une balle dans le pied. Il faut aller carrément à l'essentiel. Ok, M. Yao. À l'essentiel, en surveillant, peut-être en surveillant les bureaux de vote, il y a plein de mécanismes pour protéger les élections. Mais pour parler d'audit à 13, 14 mois des élections, je me dis que ça va nous amener nulle part. Merci pour votre appel. On a bien compris votre point. Merci beaucoup pour ce point. Monsieur, sans refaire le débat, c'est l'avis d'un téléspectateur et il a le droit de donner son avis. Donc, on ne va pas refaire le débat sur ce point. Brahima Doumbia, ensuite, Maître Abdoulaye Ben Meïté. Merci beaucoup. Ils ont évoqué beaucoup de points, mais je voudrais leur demander d'avoir un peu de respect et de considération pour le chef de l'État. On ne peut pas considérer que parce qu'il est chef d'un parti politique, qu'il ne fait pas son travail à la tête de l'État conformément non, vous l'avez dit, vous l'avez dit État impersonnel, vous l'avez dit, lui l'a dit, vous l'avez dit sur le plateau. Et moi, je voudrais que vous respectiez la fonction parce que le chef de l'État, il travaille comme un homme d'État. En tout cas, le président Alassane Ouattara ne fait rien contre ou pour un Ivoirien en particulier. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'ensemble des Ivoiriens et pour leur bien-être. Et ça, je voudrais que ça soit sûr. Ensuite, je me réjouis que nos co-débatteurs reconnaissent que l'État fait des efforts. Tout à l'heure, il a parlé d'une loi, la loi spéciale qui permet les déclarations de naissance de manière gratuite sur toute l'étendue du territoire. C'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif de l'État. Ensuite, je reviens encore sur le problème de cohérence. C'est la même opposition. Et nous étions d'accord avec. Nous avons lutté ensemble avec le Front populaire à l'époque pour que l'administration ne soit pas celle qui organise les élections. Nous avons obtenu gain de cause et nous avons une institution indépendante qui organise les élections. Aujourd'hui, on vient nous dire non, il faut enlever les partis politiques, il faut faire ceci. Quel est l'Ivoirien que vous allez trouver pour mettre dans la commission électorale indépendante qui n'a pas une sensibilité? Dites-moi, il y a quel Ivoirien qui n'a pas de sensibilité politique ici, qui n'a pas de préférence pour tel ou tel acteur politique? On n'en a pas. Et je me réjouis aussi qu'ils reconnaissent que c'est le texte, le code électoral. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. On peut en discuter et ensemble trouver les mécanismes qui renforcent la crédibilité et la transparence des élections. Il y a quelqu'un qui a parlé de parrainage qui a été galvaudé. Là encore, il y a un problème de cohérence, c'est mon ami. Lors du dialogue politique, le parrainage a été proposé par l'opposition, le FPI à l'époque. Et mon frère Kra était là. Ce sont eux qui ont proposé le parrainage. Il ne peut pas dire aujourd'hui que le parrainage est galvaudé. On accepte leur proposition. 2 ans après, ils viennent dire non, que ce n'est pas bon. Et ils mettent ça sur le compte du parti au pouvoir. Non, ce sont des propositions de l'opposition. Pour vous dire que le parti au pouvoir n'est pas fermé à la discussion et, je veux dire, au dialogue. On écoute. Quand des propositions sont argumentées, validées, non, nous, on accompagne et puis ça passe en loi. Maintenant que c'est une loi, il y a une première pratique. Mais je sais qu'aujourd'hui, on est en train de chercher les voies et moyens d'améliorer le parrainage. Mais l'institution du parrainage ne vient pas du RADP, c'est une proposition de l'opposition. Il faut que l'opposition assume cela. Okay. Maintenant, il a parlé de basculement. C'est beau, hein? Mais il faut sortir de ce débat électoraliste. Le basculement, c'est beau dans la théorie. Mais quand vous avez un enfant qui est né à Tienko, dont le NNI, il est dans les registres d'état civil à Tienko, vous le basculez sur la liste électorale immédiatement, automatiquement, alors qu'il habite maintenant à Abidjan ou à Daloa. On le met dans quel lieu de vote? On le met dans quel bureau de vote? L'inscription en Côte d'Ivoire est libre. C'est des détails. C'est la loi qui dit ça. Chaque citoyen décide d'aller s'inscrire sur la liste ou pas. Et donc,
Il faut laisser la possibilité aux uns et aux autres de choisir là où ils veulent aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc ça, c'est pour répondre à mon frère qui est là. Il a parlé de nouvelles technologies, mais le téléspectateur l'a dit. Mais le mécanisme, ça dit que le mécanisme des élections aujourd'hui, nous pouvons chercher à... Mais ce qu'il faut d'abord, c'est que tous les candidats cherchent à être représentés dans l'ensemble des bureaux de vote. Si vous êtes un candidat, que vous n'avez pas eu la possibilité, vous n'avez pas été capable de couvrir l'ensemble des bureaux de vote, mais vous ne pouvez pas vous plaindre à la sortie des résultats qui sortent des bureaux de vote. Okay. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ceux qui boycottent les élections, chaque fois qu'on a un processus électoral, ils boycottent, ils appellent des populations à ne pas participer à ces processus électoraux. Ce n'est pas eux aujourd'hui de venir dire que le RHDP part avec une aventure. Le RHDP a toujours travaillé sur les élections, a toujours préparé les élections. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est l'histoire du RHDP de préparer avec sérieux les élections. Et si nous avons une avance, cette avance est due au travail que nous faisons, c'est dû à l'implantation que nous faisons, mais c'est dû aussi à ceux qui décident de boycotter, de ne pas participer au député. Non, laissez-nous, vous leur avez donné suffisamment de parole. Allez-y. Et donc, il faut qu'on aille sur l'ensemble de ces éléments. Le découpage électoral, il en a parlé comme si le découpage électoral favorisait le RHDP. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Vous prenez l'élection, les municipales. Mais le découpage électoral qui a été fait, ce n'est pas du fait du RHDP ni du président de la République. Le président de la République n'a créé que 4 communes depuis qu'il est en fonction. Il y a Gbeleban, il y a Tiegouakro, il y a Ndoussi et il y a Assini. Quand vous prenez les députés, je vous prends les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Okay. Vous prenez le Grand Nord, avec 10 régions, il y a 61 députés. Vous prenez le Grand Ouest, avec 10 régions, vous avez 82 députés. Vous prenez le Grand Centre, 6 régions, ça dit 5 régions avec le district de Yamoussoukro, vous avez 37 députés. Vous prenez l'Est, avec 3 régions, vous avez 25 députés. Le Sud, 3 régions, 19 députés. Et le district d'Abidjan, 31 députés. Dites-moi, si vous avez une implantation, je vais dire, qui est régionale, ou bien vous avez une implantation dans une seule zone, comment vous faites pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, comme le RHDP en a aujourd'hui 165 députés. Donc les 165 députés que nous avons, ce n'est pas dans une région spécifique, c'est sur toute l'étendue du territoire. On peut faire n'importe quel découpage aujourd'hui, le RHDP aura toujours la majorité parce que le RHDP, les Ivoiriens savent que le RHDP travaille pour eux, le RHDP travaille pour l'amélioration de leurs conditions de vie et donc ils adhèrent au projet du RHDP. Okay. Et donc la majorité des députés au RHDP. Donc, il ne faut pas penser que cette question donc, de découpage arrange particulièrement le RHDP, mais c'est parce que le RHDP travaille à ce que les Ivoiriens puissent adopter son projet. D'accord. Vous pouvez aller à la conclusion de vos propos, c'est bon? Ok, d'accord. Maître Aboulaye Ben Meïté, sans revenir sur tout ce qui a été dit. Il a répondu vraiment à l'essentiel de ce que j'allais dire sur ce sujet-là. Mais moi, je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est l'allusion qui a été faite effectivement par mon cher ami Dr Boga sur la qualité de chef de l'État en relation avec sa qualité de chef de parti politique. Mais vous savez, je suis heureux parce que vous êtes juriste. Ce qui me dérange, parce que vous êtes quand même un acteur des droits de l'homme. Oui, tout à fait. Alors, je ne vois pas quel est le problème. Vous savez, tout est une question d'éthique. Mais généralement, les gens projettent ce qu'ils sont dans les autres. Et je pense que le président de la République a toujours fait la monstration de ce que c'était l'homme élégant qui sait respecter les textes que l'État s'est donnés. À ce niveau, je voudrais au moins m'interpeller en même temps l'opposition, surtout le PPACI. Quand le Premier ministre Affi N'Guessan, je crois que Kra est là, je pense qu'il était Premier ministre au moment qu'il était président de l'UFPI, c'est une erreur. C'est bien ça, hein? Oui, Premier ministre. D'accord. Il était Premier ministre. Il n'était pas président de la... Non, non. Allons-y doucement. Non, le Premier ministre d'Endeta,
C'est-à-dire dans la même logique, il faut être cohérent. Parce qu'en fait, intellectuellement, nous avons tous une obligation de cohérence et de conséquence. Le Premier ministre, c'est lui qui gouverne la politique publique. On est d'accord? Ça veut dire effectivement il a autorité sur tous les ministres, dont le ministre de l'économie et des finances. Donc dans la même logique, vous conviendrez effectivement qu'on peut avoir la... Non, je vous répondrai. Qu'on peut avoir la même réflexion. Mais au demeurant, tout est une question de texte. Et je comprends, docteur Boga, il a fait allusion tout à l'heure au préfet. C'est que s'il avait été préfet, si le chef d'État lui disait de méconnaître ses attributions, il allait le faire. Mais ce n'est pas tous les préfets qui peuvent se déterminer comme ça. Je voudrais aussi parler effectivement avec mon très cher doyen Thiédé. Il a indiqué qu'il y aurait une cellule SEF au sein du PPACI qui aurait détecté des irrégularités sur la liste électorale, qui a même parlé effectivement de 3000 personnes. 3 millions. Mais je pense que le PPACI est en avance. Parce qu'il y a le contentieux de la révision de la liste électorale. Si déjà, eux, ils sont déjà prêts, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait un audit en leur sein, mais quand le contentieux va s'ouvrir, il leur est loisible d'aller effectivement à la dénonciation pour pouvoir corriger les imperfections. Mais au total, Evelyne, vous savez, je répète, de mon point de vue, la politique n'est pas incompatible avec la probité. Et qu'on n'est pas obligé de séduire sur du faux ou sur de simples allégations, mais tendancieuses de surcroît. Et je voudrais appeler l'opposition politique à d'abord comprendre ce que c'est que l'opposition, à se conformer à ce que la Côte d'Ivoire attend d'elle, notamment à constituer une force de proposition ainsi qu'une modalité de devoir, mais tout en se disant que la proposition qui est faite n'est pas obligatoirement acceptée par celui à qui l'offre est faite. Parce qu'il y a l'État, il y a le parti politique. Soit dit en passant, je pense qu'ils sont financés. Le FPI est financé, le PPACI est financé, vous êtes financé, le PDCI à combien de francs? Ben oui, parce que justement, nous sommes financés. C'est-à-dire que vous avez des moyens, de sensibiliser, au-delà de l'audit que vous demandez, avec les moyens qui vous sont mis à disposition, avec le nombre d'élus que vous avez, le groupe parlementaire PDCI est financé, le groupe parlementaire PPACI est financé, avec ces moyens que l'État vous donne, sur lesquels vous devez communiquer à vos militants, vous devez être à même de sensibiliser vos militants à surveiller la liste électorale et lorsque le contentieux va s'ouvrir, à dénoncer toute irrégularité sur la liste électorale. Pour qu'on ait besoin effectivement d'appeler à un audit. D'accord. Non, D'accord, bien noté. Comme ils ont eu